Bienvenue dans ce webinaire Fidéliser et motiver vos salariés avec le plan d'épargne entreprise et le plan d'épargne retraite collectif, le PEE et le PERECO. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter ces dispositifs, d'en connaître le fonctionnement et de découvrir quels sont leurs avantages pour les salariés, les dirigeants et l'entreprise. Alors, laissez-moi d'abord me présenter. Je m'appelle Pierre Leprat, je suis conseiller en gestion de patrimoine et en investissement financier. Pour mes clients, je rédige des études qui établissent un bilan à date de leur patrimoine et qui formulent des préconisations pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs patrimoniaux. Je propose également des produits d'investissement financier et immobilier. Je m'adresse aussi bien à des particuliers qu'à des chefs d'entreprise. Et c'est à ce titre que je suis amené à accompagner les TPE-PME à mettre en place des dispositifs d'épargne salariale pour fidéliser et motiver leurs salariés et optimiser leur rémunération. Alors, c'est parti pour une immersion dans le monde magique de l'épargne salariale. Je vais tout d'abord vous en brosser les grands principes. Le PE, le plan d'épargne entreprise, et le PERECO, c'est-à-dire le plan d'épargne retraite entreprise collective, sont des dispositifs d'épargne collective que toutes les entreprises employant au minimum un salarié peuvent mettre en place pour leur permettre d'épargner tout en optimisant leur rémunération. En contrepartie d'une période de blocage, les bénéficiaires peuvent effectuer des versements libres ou y verser leur prime d'intéressement ou de participation. L'entreprise a ensuite la possibilité d'ajouter à cette épargne un versement complémentaire qu'on appelle l'abondement. L'épargne salariale est un puissant moyen pour l'entreprise d'intéresser financièrement ses salariés aux résultats de l'entreprise d'une manière différente et surtout nettement moins fiscalisée qu'à travers le versement de primes salariales ou l'augmentation des rémunérations qui sont beaucoup plus coûteuses fiscalement. Alors, à la sortie, les plus-values générées par les supports d'épargne sont exonérées d'impôt sur le revenu. Alors, elles sont cependant soumises à prélèvements sociaux. Et épargner pour un PE ou un PERECO, ça permet d'optimiser fiscalement la trésorerie de son entreprise et la rémunération des bénéficiaires, qu'ils soient salariés ou dirigeants. Alors, pourquoi mettre en place de l'épargne salariale en 2022 ? En fait, on constate que suite à la crise sanitaire de la Covid-19 et la crise économique qui a suivi, il y a une fragilisation des entreprises. On observe aussi un désengagement croissant des salariés dû à la fois au développement du télétravail et au phénomène de grande démission qui a lieu aussi en France. Les entreprises ont donc besoin de stimuler l'engagement et la fidélisation de leurs salariés. Et dans ce contexte, les dispositifs d'épargne salariale sont très pertinents pour répondre à ce besoin d'engagement, de fidélisation et d'optimisation de la rémunération des salariés. Alors, je vais vous présenter quelques statistiques sur l'épargne salariale. La DARES nous enseigne que c'est toujours dans les entreprises proposant les salaires les plus élevés et ayant le plus grand nombre de salariés que ces dispositifs sont le plus souvent mis en place. A contrario, les entreprises de moins de 50 salariés sont très peu équipées et plus généralement, les TPE-PME mettent peu en place des dispositifs d'épargne salariale. C'est ce qui apparaît d'ailleurs clairement dans ce tableau, avec un taux d'équipement pour les entreprises de moins de 50 salariés d'environ 21%, PEE et PERECO confondus. Donc, l'épargne salariale, c'est un vrai différenciant dans votre politique d'embauche et de rétention de vos salariés. Donc maintenant, je vais vous donner, on va aller un peu plus avant dans le fonctionnement de l'épargne salariale. On va donner une vue d'ensemble. La rémunération, donc tout d'abord, il est bon de déterminer dans quel type de rémunération se situent les dispositifs d'épargne salariale que sont le PE et le PERECO dans la rémunération de vos salariés. Schématiquement, cette rémunération, elle se décompose de la manière suivante. On a d'abord la partie fixe individuelle, qui est la base de la rémunération. Après, on a la rémunération variable qui est constituée de primes individuelles et de bonus, en général pour favoriser la performance du salarié, de primes collectives pour fédérer une équipe et ou l'ensemble des collaborateurs, ou encore d'indemnités diverses pour, par exemple, compenser la pénibilité du travail. On a ensuite la rémunération différée, dans laquelle on va retrouver les dispositifs d'épargne salariale. L'objectif de cette rémunération différée, c'est de partager les profits d'entreprise. Et enfin, on a la rémunération périphérique, comme les chèques cadeaux, les chèques restaurants, le compte épargne-temps ou encore les avantages en nature comme la voiture, le logement de fonction, etc. Et donc, le PE et le PERECO se situent dans les dispositifs de rémunération différée. Alors, examinons maintenant
comment fonctionnent globalement ces dispositifs. Dans un premier temps, il y a les flux financiers qui proviennent soit des bénéficiaires, soit de l'entreprise. Les flux provenant des bénéficiaires peuvent être de plusieurs ordres. Il y a les versements personnels, qu'on appelle aussi des versements volontaires. Il y a les transferts d'anciens plans, pour les gens qui avaient un Madelin, un préfonds, autre chose. Et il y a le transfert de jours de repos non pris ou provenant du compte épargne-temps. Et puis, les flux qui proviennent de l'entreprise, ils peuvent provenir de l'abondement de l'entreprise elle-même, cette fameuse somme qui va être rajoutée par l'entreprise sur les versements personnels. Ça peut provenir aussi du résultat de l'intéressement et de la participation, qui ne sont pas l'objet de ce webinaire, mais dont on pourrait effectivement faire un webinaire à part entière. Et enfin, les versements obligatoires sur le PERECO. Donc, ces flux vont ensuite être logés dans un PE ou dans un PERECO, voire les deux, sous la forme de portefeuille de valeurs mobilières. Ce sont des fonds communs de placement d'entreprise, des FCPE. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a le I à chaque dispositif, hein, PERECO I, PEEI, qui signifie interentreprise. En fait, il existe des dispositifs qui sont accessibles aux entreprises de moins de 250 salariés et qui sont négociés entre plusieurs entreprises ou encore au niveau d'un bassin d'emploi ou au niveau national pour une branche d'activité. Donc, l'objectif du PERI et du PERECO-I, c'est de simplifier la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale dans les petites et moyennes entreprises par la mutualisation des moyens et la réduction des coûts. La mise en place va aussi être très accélérée par rapport à un PE ou un PERECO. Alors, la loi Pacte de 2019 a instauré un regroupement et une simplification des dispositifs d'épargne salariale. Depuis cette loi, l'épargne d'entreprise se résume à deux contrats, le PE et le PERECO, ou PEI et PERECO-I. Donc, nous avons d'abord le PE, sur lequel les bénéficiaires peuvent faire, on l'a vu, des versements volontaires qu'ils ne pourront pas déduire de leur revenu imposable, et y mettre aussi le produit de l'intéressement et ou de la participation si ces dispositifs existent dans l'entreprise. L'entreprise peut faire un abondement sur ces versements. Ensuite, on a le PERECO, qui est divisé en 3 compartiments. Le premier va accueillir ce compartiment individuel va recueillir tous les versements volontaires du bénéficiaire, qu'ils soient déductibles ou non de son revenu imposable. On verra un peu plus tard quels sont les impacts. Le compartiment 2, dit collectif, qui va recueillir tous les versements provenant de l'intéressement, de la participation, de l'abonnement ou du transfert de jours, ou du compte épargne-temps. Et enfin, le compartiment 3, dit catégoriel, qui va recueillir tous les versements obligatoires. Et il va être possible de transférer les anciens contrats vers ces nouveaux contrats. Donc, on avait d'anciens contrats de plan d'épargne qu'on va pouvoir loger et transférer dans le plan d'épargne actuel. On va pouvoir aussi récupérer des anciens contrats de type PERP, Madelin, Préfonds, Corem dans le compartiment individuel. Des anciens PERCO, on va pouvoir les mettre dans le compartiment collectif du PERECO, et les anciennes cotisations obligatoires article 83, on va pouvoir les mettre dans le compartiment catégoriel. Voilà comment on va pouvoir récupérer les anciens contrats. Donc, on ne peut plus, à ce jour, par exemple, souscrire des PERCO ou des PERP ou des Madelin, c'est fini. Mais donc, il y a d'anciens contrats qui existent, libre choix aux entreprises de convertir leurs anciennes enveloppes, leurs anciens dispositifs, vers ces deux nouveaux dispositifs. Le PE et le PERECO permettent aux bénéficiaires et à l'entreprise d'obtenir des déductions et des exonérations fiscales et sociales. C'est ce qui en fait vraiment l'intérêt. Donc, pour l'entreprise, les versements effectués sont déductibles du bénéfice imposable, c'est-à-dire que quand l'entreprise va verser un abondement, eh bien, ça va être automatiquement déduit de son bénéfice. Et ces versements sont exonérés de charges sociales, mais aussi de forfait social, qui peut être de 16 ou 20% selon la taille de l'entreprise. Et l'exonération a été effective en dessous de 50 salariés. Donc, c'est très intéressant fiscalement. Pour les bénéficiaires, les versements sont aussi exonérés d'impôt sur le revenu et ils sont aussi exonérés de charges sociales, à part, évidemment, là, tous les aspects prélèvements sociaux, CSG, CRDS, à 17,2%. Donc, on voit qu'il y a quand même un cadre fiscal et social qui est très avantageux avec ces dispositifs. Un petit exemple, donc ça permet par exemple de donner plus aux salariés pour un coût employeur plus faible. Si l'employeur verse 1 000 €, le gain net pour le bénéficiaire va être très variable
selon que l'on verse un salaire ou selon qu'on met cette somme dans un dispositif d'épargne salariale. Si c'est un salaire qui est versé, l'efficacité réelle, une fois qu'on a déduit toutes les charges, eh bien, elle est de 386 € sur les 1 000 € déjà versés. Si c'est un revenu pour un travailleur non salarié, c'est un peu plus efficace, enfin c'est quand même 50% d'efficacité. Si le salarié récupère ces 1 000 € sous la forme d'une prime en cash, il va y avoir une efficacité de environ 62%. Mais si la prime est versée dans un dispositif d'épargne salariale, que ce soit un PE ou un PERECO, il va y avoir une efficacité de près de 90%. Donc vraiment pour le salarié, c'est très intéressant. Alors on a pris quelques hypothèses effectivement en termes de charges, en termes de TMI, de tranche marginale d'imposition. Mais voilà, l'efficacité, elle est réelle. Et pour l'entreprise, eh bien c'est pareil. Si elle verse un salaire de 100 €, en fait, avec les charges patronales, elle va devoir verser 180 €. Alors que si elle verse 100 € d'abondement dans un PE ou dans un PERECO, elle dépensera 100 €. Donc voilà, donc c'est très efficace. Donc c'est une vraie solution alternative pour rémunérer ses salariés et une excellente solution d'optimisation financière pour l'entreprise. Alors maintenant, parlons de blocage et de déblocage. Donc les fonds versés sur un PE, PEI sont bloqués pendant 5 ans. Et ceux versés sur un PERECO ou un PERECOI, c'est bien sûr bloqué jusqu'au départ à la retraite. C'est un plan d'épargne retraite. Donc, ce n'est pas les mêmes finalités. Néanmoins, et on va le voir tout de suite, il y a des cas de déblocage qui sont très intéressants. Ce qui fait que ces dispositifs sont d'excellents moyens de prévoyance. Alors, on voit tous les cas de déblocage, on ne va pas les passer en revue tous, mais notamment, il faut en citer 2 qui me semblent très intéressants. C'est d'une part la possibilité de mobiliser les fonds qui sont à la fois sur le PE et sur le PERECO pour pouvoir acquérir et ou construire sa résidence principale, ce qui n'existait pas dans les anciens dispositifs. Et donc, il n'y a plus cet effet tunnel qui est très reproché au dispositif d'épargne retraite à l'époque. Donc là, on peut très bien, et on peut les mobiliser plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on peut acheter une première fois sa résidence, mobiliser les capitaux, une seconde fois, une troisième fois, on pourra toujours remobiliser les capitaux. Et puis, quelque chose qui est tout nouveau, c'est la possibilité de débloquer les capitaux en cas de violence conjugale, ce qui, je pense, est une vraie et belle évolution dans le cadre du PE. Les modes de sortie. Eh bien, en fait, et là, c'est aussi une nouveauté parce qu'avant, la plupart du temps, on ne pouvait sortir qu'en rente ou un tout petit peu en capital, mais principalement, tous les dispositifs de retraite permettaient de sortir uniquement en rente. En l'occurrence, là, avec le PE et le PERECO, on peut sortir 100% en capital. Et avec le PERECO, on peut faire soit la rente, soit le capital, ou un mixte des deux. Donc, il y a eu un assouplissement des dispositifs, de manière à ce que les Français apparemment n'aiment pas trop la rente, ils préfèrent le capital. Donc, le législateur en a tenu compte et a modifié la façon de sortir de ça. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les plus-values seront soumises uniquement à prélèvements sociaux. Il n'y a pas d'impôt sur les plus-values à la sortie. Donc, si les FCPE, les fameux fonds de placement, ont fait des petits, et c'est ce qu'on espère avec le temps, eh bien, uniquement les plus-values seront imposées, et pas à l'impôt sur le revenu, mais uniquement à 17,2 au taux 2022, bien évidemment. Voilà, donc ça c'était une vue d'ensemble. Maintenant, on va aller un petit peu plus dans le détail, dans la technique, et on va voir comment mettre en place un plan et quels sont les bénéficiaires. Donc les conditions de mise en place, tout d'abord, il faut souligner que l'épargne salariale est facultative, sauf s'il y a déjà un accord de participation existant au sein de l'entreprise. En tout cas, il n'y a aucune obligation de mettre un PE ou un PERECO en place. Ensuite, il faut qu'il y ait au moins un salarié, même à temps partiel, qui soit distinct du mandataire social ou du dirigeant travailleur non salarié au moment de la mise en place du dispositif. Donc, alors, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les contrats d'apprentissage, les contrats de professionnalisation, la présence d'un conjoint collaborateur ou associé ne suffit pas pour la mise en place des dispositifs d'épargne. Il faut vraiment que ce soit un salarié. Pour la mise en place d'un PE ou d'un PERECO, il faudra une négociation s'il y a la présence d'un comité social et économique ou de délégués syndicaux. Si jamais il n'y a pas d'accord avec ces deux organismes
ou s'il y a carence d'organisme, à ce moment-là, il y aura ce qu'on appelle une décision unilatérale de l'employeur qui décidera par lui-même de mettre en place le PE ou le PERECO. Pour les notions de PEI, c'est-à-dire inter-entreprise, eh bien, c'est plus simple. Alors évidemment, s'il y a un CEC, un DS, il faudra quand même négocier. Mais en revanche, ça a été très simplifié. Et la plupart du temps, dans les très petites entreprises, il n'y a pas de représentation du personnel. Ce qui fait qu'il va y avoir soit une ratification aux 2/3 des salariés, soit une décision unilatérale de l'employeur s'il y a moins de 11 salariés. Donc, c'est un process qui est très simplifié pour les très petites entreprises. Alors, qui sont les bénéficiaires? Tous les salariés sans exception. Alors, les stagiaires ne sont pas considérés comme des salariés, donc ils sont exclus du dispositif. En général, on met une condition de 3 mois d'ancienneté, qui est la condition maximum. C'est soit 0 mois d'ancienneté, soit 3 mois, enfin, ou un mixte entre les deux. Les mandataires sociaux et les dirigeants TNS, sous certaines conditions que je vais détailler dans le prochain slide, peuvent être bénéficiaires des dispositifs, et c'est ça qui en fait vraiment le grand intérêt. Le conjoint partenaire de PACS, le conjoint ou partenaire de PACS ayant le statut de collaborateur ou de conjoint associé sous certaines conditions également. Et enfin, les salariés ou travailleurs non salariés en cumul emploi-retraite. Voilà, tout ça, c'est les 4 typologies de bénéficiaires possibles pour le PEE et le PERECO. Alors, si on fait un focus par rapport au dirigeant et son conjoint, d'abord, la première condition, il faut que, pour qu'ils en soient bénéficiaires, il faut que l'entreprise n'ait pas dépassé le seuil de 250 salariés pendant plus de 5 années civiles consécutives. Voilà. Donc, il faut vraiment rester dans cette tranche de moins de 250 salariés. Ensuite, il faut qu'il y ait, à minima, un salarié distinct du dirigeant présent le jour de la mise en place et le jour du versement. Ce qui veut dire que si l'unique salarié quitte l'entreprise, alors qu'il y avait déjà un plan, eh bien, le dirigeant et son conjoint ne pourront plus en bénéficier. Et donc, cette notion de présence, comment est-ce qu'on va la calculer? Eh bien, on va dire il faut au moins qu'il y ait un salarié à plein temps sur 12 mois en moyenne sur l'année précédente. C'est-à-dire qu'on calcule la moyenne des effectifs de chaque mois de l'année civile précédente en écartant les mois sans salarié. Alors, autant dire que si effectivement il y a eu la présence d'un salarié un mois l'année précédente et que le salarié, il y en a encore un aujourd'hui au moment de la mise en place, ça suffit pour pouvoir mettre en place et ça suffit pour être éligible. Il peut y avoir aussi une autre condition, c'est un salarié à temps partiel sur 6 mois consécutifs ou non l'année précédente. Vous voyez, il y a quand même une très grande souplesse sur les notions d'éligibilité pour calculer la présence d'un salarié. Il y a même une exception, c'est que le dirigeant pourra bénéficier du plan si on est dans l'année de la première embauche d'un salarié à temps plein. Voilà. Hop là, j'étais un peu vite là. Je me suis un peu énervé là. Pardon. Hop, je vais vous parler maintenant de passer un peu de temps. Je vous propose de passer un peu de temps sur les versements et l'abondement et de vous parler des différents plafonds. Donc là, on s'enfonce un peu dans la technique. Hein. On n'est plus dans les généralités. Donc les versements, ils peuvent se faire à tout moment, de façon programmée ou ponctuelle. Mais l'entreprise peut définir des périodes de versement et, le cas échéant, centraliser les demandes de versement. Donc, il y a quand même un contrôle. Et c'est vrai qu'on constate dans beaucoup d'entreprises que les versements se font, par exemple, au mois de mai. Ça arrive très souvent dans les entreprises. Un salarié à la retraite peut continuer à faire des versements, mais il ne bénéficiera plus de l'abondement. Il pourra faire ses versements tant qu'il n'aura pas demandé le déblocage total du plan. Pour ce qui est de l'intéressement et de la participation, les versements peuvent provenir de ces différents dispositifs aussi. C'est le bénéficiaire qui, au moment où il touche les sommes qui viennent de l'intéressement ou de la participation, va décider s'il empoche les sommes ou s'il les verse sur son PE ou son PERECO. À lui de décider. Et ne pas oublier que les versements sont, in fine, placés sur des fonds communs de placement d'entreprise. Et les bénéficiaires pourront faire à tout moment des choix de placement par le biais d'arbitrage. En fait, ça ressemble pas mal à des assurances-vie, ces contrats-là, puisque ce sont quand même des fonds communs de placement. Alors, si on parle des plafonds du PE et du PEI, les versements volontaires, donc hors versement provenant de l'intéressement, de la participation, de l'abondement et des transferts, ils sont plafonnés à 25% de la rémunération annuelle brute.
Donc évidemment, selon le bénéficiaire, on va avoir des règles un petit peu différentes pour calculer ces 25%. Pour le salarié ou assimilé, c'est la rémunération de l'année du versement. C'est ça qui est pris en compte. Pour le travailleur non salarié ou le mandataire social, c'est le revenu professionnel ou d'activité de l'année -1 qui est imposé à l'impôt sur le revenu. Pour le retraité, c'est les pensions qui ont été perçues l'année précédente. Et enfin, pour le conjoint collaborateur, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale de l'année du versement. En 2022, c'est 41 136 €. Donc, il ne pourra pas déplacer ce plafond. Là, c'est 25% du plafond. Pour le Péréco, Péréco-I, il n'y a pas de plafond des versements volontaires. Donc, on peut mettre absolument ce que l'on veut. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est la notion de déductibilité des versements sur le revenu net imposable dans la limite des plafonds d'épargne retraite. Alors ça reste un grand mystère. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans votre avis d'imposition, en page 2, la plupart du temps, de l'avis d'imposition, il y a ces fameux plafonds d'épargne retraite. La plupart des gens ne savent absolument pas ce que ça signifie. Eh bien, en fait, c'est tout simplement ce que vous allez pouvoir déduire de votre revenu net imposable lorsque vous faites des versements sur votre Péréco. Si vous faites, par exemple, là, dans cet exemple-là, j'aurais pu déduire de mon revenu imposable jusqu'à 18 134 €. Donc, vous imaginez la réduction d'impôt que ça fait. J'aurais pu placer dans mon Péréco 40 000 € si je voulais. Mais les plafonds m'interdisent de déduire 40 000 €. Je ne peux aller que jusqu'à 18 134 €, ce qui est déjà énorme. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les plafonds, ils s'étalent sur 4 ans. Et on va pouvoir aller rattraper des plafonds sur 4 années consécutives. Et donc, l'optimisation, la meilleure façon de faire, c'est d'utiliser le plafond de l'année en cours, c'est-à-dire ici 4 763 €, et d'aller chercher le plafond le plus ancien, puisqu'après, ça va rouler. Le plafond le plus ancien, l'année suivante, va disparaître, il va être remplacé par celui de 2018, et ainsi de suite. Il va y avoir un roulement. Donc, pour bien les optimiser, pour les utiliser, il faut aller chercher le plafond de l'année en cours et le plafond de l'année -4. Et ça va venir en soustraction de votre revenu net imposable, donc avant calcul de l'impôt. Et donc, vous allez pouvoir vraiment bénéficier à la fois d'un placement pour préparer votre retraite et aussi d'une réduction d'impôt en même temps. Donc, c'est un puissant outil de défiscalisation, ça, pour les bénéficiaires, qui est très ignoré. Je reviens sur l'abondement, parce que j'en ai beaucoup parlé, mais je n'ai pas vraiment dit ce que c'était. Alors, c'est un mécanisme essentiel à l'épargne salariale, et c'est ce qui en fait vraiment le gros intérêt pour les bénéficiaires, parce que ça va être un coup de pouce à l'épargne du salarié, et du dirigeant s'il en est bénéficiaire, et du conjoint collaborateur s'il en est bénéficiaire. C'est un versement volontaire et complémentaire de l'entreprise au versement du bénéficiaire. C'est une façon d'encourager les employés à se constituer une épargne en effectuant des versements sur le PE ou le Péréco que l'entreprise leur met à disposition. D'accord ? Le principe est simple, hein. Pour tout versement réalisé par les bénéficiaires dans le plan, l'entreprise va compléter ce versement d'un montant de son choix dans la limite de 3 fois le versement effectué et évidemment des plafonds légaux. Donc, par exemple, je suis salarié, je mets 100 €, l'entreprise peut aller jusqu'à 300 € en plus. Ça veut dire que moi, j'ai mis 100 et je récupère 400. Donc, c'est énorme. OK ? C'est très souple et très modulaire. Donc déjà, l'abondement est facultatif, avec des règles différentes selon que le PE ou le Péréco sont mis en place. On peut décider d'abonder à 100% d'un côté ou 300% de l'autre, ou 0 d'un côté ou 100% ou 120% de l'autre. Il peut être décidé qu'il soit reconduit automatiquement d'une année sur l'autre ou bien être valable seulement une ou plusieurs années. Il est universel ou il peut être aussi limité à certains types de versements. Par exemple, je décide que ça sera uniquement attribué pour les versements volontaires du bénéficiaire et pas les versements qui proviennent de l'intéressement ou de la participation. Il peut être attribué par tranche. Je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure. Je décide de dire j'abonde à 300% jusqu'à 500 €, 200% de 500 à 1000 € et ainsi de suite. Et il peut être aussi modulable selon l'ancienneté du bénéficiaire. Alors, je vais vous montrer quelques exemples, mais vous voyez en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise
peut décider vraiment de manière très fine comment abonder sur le plan sans mettre en danger sa trésorerie. C'est ça qui est très important. Et bien sûr, ce qui est aussi très intéressant, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous mettez en abondement 100 €, l'entreprise aura déboursé 100 € et pas 180 si c'était un salaire. Donc, il y a une efficacité fiscale et une déduction en plus du bénéfice imposable. Alors, quelques exemples. L'abondement peut être décidé avec un taux uniforme, c'est-à-dire l'entreprise va verser un abondement qui correspond à un taux multiplicateur du versement effectué par le bénéficiaire. Un abondement de 200%, le versement c'est 100, je mets 200. Voilà, ça c'est vraiment mécanique. Autre possibilité, une dégressivité. C'est les fameuses tranches. C'est pas forcément dégressif, ça peut être l'inverse, mais en général c'est plutôt dégressif. 300% jusqu'à 200 €, 100% jusqu'à 500, 50 au-delà. Il y a des plafonds de toute façon et on va les voir après. Selon l'ancienneté, inférieur à 1 an, je mets 150, quel que soit finalement le montant versé. Je rajoute 150. Si je rajoute 500 jusqu'à 3 ans, je rajoute 1000, je rajoute un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale, etc. Donc on peut inventer plein de règles qui correspondent tout simplement à la spécificité de votre entreprise. Et donc, les plafonds de l'abondement, il ne peut pas aller au-delà de 3 fois le montant du versement, ça on l'a vu, avec un maximum de 8% du plafond annuel de la sécurité sociale, ce qui représente 3 291 € en 2022. Donc l'idée c'est ça, c'est qu'il y a quand même des garde-fous. Le législateur ne permet pas que l'entreprise s'épuise complètement à cause de ce genre de mécanisme. Pour le PERECO, c'est quasiment la même règle, sauf que le plafond est plus important. On peut aller finalement 2 fois plus loin en termes de plafonnement. Il faut aussi retenir que l'employeur a la possibilité de faire un abondement unilatéral, c'est lui qui le décide, et qui va être versé à tous les bénéficiaires du PERECO qui sont présents au moment du versement, même s'ils n'ont rien versé dans le plan. Et dans ce cas, l'abondement unilatéral ne peut pas dépasser 2% du PAS, c'est-à-dire 823 € en 2022. Voilà. Eh bien, j'en ai quasiment terminé. On va faire un petit résumé de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. En conclusion, l'épargne salariale, c'est un dispositif qui est différenciant pour votre politique de recrutement et de fidélisation. C'est un complément de rémunération qui est très apprécié par les salariés comme par les dirigeants. C'est facile à mettre en œuvre, c'est souple et c'est modulable, spécialement avec le PEI, le PERECO-I dans les petites structures. Et c'est avantageux fiscalement et socialement pour les bénéficiaires, qu'ils soient salariés ou dirigeants, et pour l'entreprise. Et enfin, il ne faut pas l'oublier, c'est combinable avec l'intéressement et la participation, puisque je l'ai évoqué de nombreuses fois durant ce webinaire, et ça pourrait effectivement faire l'objet d'un second exposé pour vraiment parler de ces dispositifs très particuliers, mais qui sont très puissants aussi pour motiver les salariés. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour vos questions.